Le 7 décembre 1993 meurt celui que les Ivoiriens surnommaient le Vieux. Félix Houphouët-Boigny meurt après 33 ans à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Il laisse 3 héritiers et un opposant. Bédié, président de l'Assemblée nationale, devient président comme le prévoit la Constitution. Alassane Ouattara, Premier ministre alors, démissionne avec son gouvernement. 1990, l'Afrique s'ouvre à la démocratie. Celui qui disait que les problèmes ethniques apparaissent dès lors que la démocratie arrive, ouvre son pays et laisse rentrer les opposants. Laurent Gbagbo est parmi eux. Il fonde un des premiers partis d'opposition de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le FPI, le Front populaire ivoirien. Ce qui était bien dans ce retour, c'est qu'il reposait sur un quiproquo formidable. Et ce quiproquo m'a sauvé la vie, m'a aidé. Pour Houphouët-Boigny, il croyait que je rentrais parce que j'étais fatigué de lutter. Laurent Gbagbo obtient 18%, c'est un symbole fort. Il est le premier à se mesurer au crocodile. Donc à la mort du président, il y a l'héritier, l'étranger, le militaire et l'opposant, un cocktail dangereux. On verra plus tard qui est le militaire. 1993-1995, c'est déjà les échéances électorales. On laisse le vieux aux morts et la politique reprend ses droits. Ado s'est rallié entre-temps à la dissidence du PDCI après l'arrivée de Bédié au pouvoir, tout en restant directeur adjoint du FMI, poste qu'il occupera jusqu'en 1997. Bédié décide donc, pour éliminer son rival politique, de mettre sur la table la nationalité de Alassane Ouattara. Bédié, Lacan, chrétien, Alassane Ouattara, l'étranger, le nordiste, le musulman. Gbagbo, lui, était considéré comme autochtone de la Côte d'Ivoire. Les Akans et les peuples sahéliens sont venus beaucoup plus tard. Alassane Ouattara devient Premier ministre dans un contexte de crise économique. L'effondrement du cours de cacao, il fallait un homme qui connaisse bien le monde de la finance et qui ait leur confiance. L'économie ivoirienne étant basée sur la culture du cacao et du café. Pendant les années glorieuses, la Côte d'Ivoire est une terre de migration dont beaucoup de Sahéliens que Boigny avait naturalisé. Il y avait aussi donné le droit de vote aux voltaïques dont le territoire avait fusionné avec celui de la Côte d'Ivoire à l'époque coloniale. Ces populations sont plus concentrées dans le nord, le fief de Ouattara. Donc Bédié décide en dehors de toute consultation d'exclure les voltaïques. Au lieu de l'ethnie, lui utilise l'appartenance à l'État-nation. Donc il écarte celui que l'on surnommait du temps du vieux, le Mossi, Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo et Ouattara s'allieront pour dénoncer cette clause électorale. Bédié élu se sépare aussi du chef d'état-major, le général Gueye, le fameux militaire dont on parlait plus haut. Mais le 24 décembre 1999, 4 ans après son premier mandat, Bédié est renversé par le militaire. Le général prend sa revanche à la faveur d'un coup d'État. La Côte d'Ivoire jubile et sort dans la rue pour fêter la chute de cette bourgeoisie corrompue. Bédié est conduit en lieu sûr en France. Ouattara revient en Côte d'Ivoire, reprend les rênes du RDR, refuse la proposition d'un gouvernement de transition. Le général Gueye fera la même proposition à Gbagbo qui refusera. Le général président dira qu'il n'est pas attaché au pouvoir. Mais on sait que le pouvoir est doux, il décide donc de se présenter aux élections présidentielles. Le général Gueye, pour écarter Ouattara, il renforce la loi sur l'ivoirité et exclut Bédié. L'obsession sur l'ivoirité renforce la popularité de Ouattara qui se fait adouber par tous les parias à l'ivoirité douteuse. Le duel se joue donc entre le militaire et l'opposant. Mais le général est très peu éloquent, il console ainsi les gens qu'il a évincés. Pour les frères qui n'ont pas été retenus, il demanderait tout simplement de garder leur calme. Quand on est citoyen, quand on est fils digne d'un pays souverain, doté d'une loi fondamentale comme la Constitution qui a été massivement votée le 23 juillet dernier, on doit accepter effectivement de se soumettre à ce que votre loi vous dit. Non, il n'a pas pensé à la loi quand il faisait son coup d'état, si c'est ce que vous voulez savoir. C'est fait comme je dis, pas comme je fais. Mais à la surprise générale, Gbagbo gagne même dans les casernes. Mais le général qui disait pas intéressé par le pouvoir se proclame vainqueur et s'installe au palais. La rue déloge l'homme qui disait « Mon parti, c'est le peuple ». Il avait la flemme de créer un parti. Donc son parti le déloge et installe Gbagbo.
Ouattara, qui était à Washington, revient et demande à Gbagbo d'organiser de nouvelles élections, de changer la constitution pour lui permettre d'être candidat. Comme c'est touchant. Gbagbo estime qu'il avait gagné les élections, que le général président les avait usurpées et que le peuple le lui a rendu. Deux versions s'affrontent alors. Pour Ouattara, le peuple voulait une nouvelle élection, une nouvelle constitution qui lui permettrait de se présenter. Comme Gbagbo n'a pas voulu, ils sont redescendus dans la rue. Que Gbagbo avait réprimé la révolte dans le sang, il y aurait eu un charnier à Yopougon, tous des gens du Nord. Gbagbo, qui reconnaît l'existence du charnier de 300 personnes environ, estime que c'est une mise en scène, ils n'ont pas été tués là, que c'est un plan pour nuire à son pouvoir. Et Gbagbo organise dans la foulée des élections municipales que Ouattara, retranché dans le Nord, va boycotter. Le Nord semble alors comme une entité à part, séparée de la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre éclate la guerre civile pendant que Gbagbo est en Italie. Il qualifie les émeutes de tentative de coup d'État. Selon Ouattara, les armées loyalistes de Gbagbo ont massacré le général Gueye et voulaient s'en prendre à lui. Il sera en effet exfiltré par la France et amené en lieu sûr. Pour Gbagbo, c'est Ouattara qui est derrière la rébellion du Nord, soutenue par la France et les États-Unis, avec la complicité du Burkina Faso. En octobre 2002, un cessez-le-feu est signé entre les deux parties. La France ramène tout ce beau monde en région parisienne et il signe les accords de Marcoussis. Gbagbo exige le désarmement des rebelles du Nord et la réunification de la Côte d'Ivoire pour permettre des élections. Marcoussis proposait le maintien de Gbagbo au pouvoir, la formation d'un gouvernement d'union nationale et l'organisation des élections sans la clause sur l'ivoire des biens. Enfin, Gbagbo reprochait à Ouattara de faire de sa religion, de sa région, un élément de politique nationale. Ado rejette la légitimité de Gbagbo parce qu'il n'a pas participé aux élections. En même temps, c'est lui qui les avait boycottées. Des élections sont donc prévues en 2005. Ils n'auront lieu qu'en 2010 parce que les rebelles du Nord refusent le désarmement et le retour de l'armée ivoirienne dans le Nord. Pendant ce temps, Bédié et Ouattara sont à Paris, d'où ils tirent les ficelles. Ils sont devenus alliés pour évincer l'opposant. Qui a donc gagné les élections en 2010? Sarkozy? Non, je rigole. Le premier tour se tient le 31 octobre 2010. Gbagbo est en tête avec 38% des voix, Ado en deuxième position avec 32% et 25% pour Bédié. On observe beaucoup d'irrégularités dans le Nord. Il y aurait plus de votants que d'inscrits. Gbagbo ne conteste pas les résultats du premier tour. Le second tour a lieu le 28 novembre 2010. La CEI, Commission électorale indépendante, n'arrive pas à trancher. Elle dépassera le délai imparti, donc transmet le dossier au Conseil constitutionnel. Le camp de Gbagbo n'a pas la majorité au sein de la CEI. Celui de Ouattara est majoritaire. 3 jours plus tard, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, annonce la victoire de Ouattara à son QG, ce qui est interdit par la loi. De l'autre côté, le Conseil constitutionnel proclame Gbagbo vainqueur. Le représentant des Nations Unies, Choi Young-jin, certifie la victoire de Ouattara avec des chiffres différents de la CEI et du Conseil constitutionnel. Genre le troisième larron, quoi. On ne saura peut-être jamais qui a gagné les élections, mais la suite, on la connaît. Laurent Gbagbo est sorti du palais pour laisser la place à Ouattara. 10 ans plus tard, à 78 ans, Ouattara se prépare pour un troisième mandat. Je sais pas, il sait quand même qu'il a l'âge de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Le rêve du vieux Boigny était de construire un pays prospère sous la tutelle bienveillante de la France, en dehors du tribalisme et de la division, avec le PDCI comme ciment de la nation. Selon vous, quel est celui qui incarne le plus ce rêve? L'héritier, l'étranger, le militaire ou l'opposant? Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Quant à moi, je vous dis à bientôt.